Alors, je vous propose qu'on prenne une dizaine de minutes pour faire des questions-réponses avec nos deux intervenants. Merci pour l'éclairage. Donc, il y a des micros qui vont passer dans la salle aussi, si vous pouvez nous faire signe si vous avez des questions. Oui, ici. Merci. Allez-y. Bonjour. Badji Sarati, Ville de Paris. Merci beaucoup. Ma première question, c'est pour Monsieur Pouvreau. La comparaison entre le modèle d'autopromotion et promotion immobilière était très intéressante. Les cartes permettent bien de montrer les écarts de prix. Moi, j'ai une petite question sur les hypothèses qui expliquent ces différences de prix. Sur la différente façon de fixer en fait, ce prix de sortie. Puisque dans l'autopromotion, c'est la formule que vous utilisez, c'est une somme de frais, c'est en gros le prix du terrain plus les coûts de construction. Alors que dans la promotion, le raisonnement est assez différent puisqu'on part du prix du marché et on fait un compte à rebours pour fixer le prix du foncier notamment, puisqu'on connaît les prix de construction. Et ça explique pourquoi on a un intérêt à construire quand c'est cher, ce que vous montrez bien. Donc ma question est assez simple, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de prix du marché plutôt que de prix de sortie ? Merci pour cette question. Effectivement, le raisonnement que l'on fait, qui est celui du compte à rebours chez un promoteur, les particuliers, quand ils divisent un terrain et qu'ils le vendent, ne le font pas. C'est également un autre point que vous abordiez, c'est qu'on additionne un coût du terrain à un coût de construction, et ce dernier est assez modulable. C'est-à-dire qu'on voit selon la manière dont on va construire avec un maître d'œuvre, un architecte, soi-même, etc., comment on peut aussi économiser les finitions. On a tout un panel d'économies possibles. Le prix du marché, comme on a essayé c'est une notion qui est très logique quand on parle de marché de l'ancien, c'est-à-dire dans un marché où il y a un stock, il y a une offre et une demande. Dans le marché du logement neuf, il y a quelque chose qu'on peut avoir parfois tendance à oublier, c'est qu'on produit des objets. Et donc même s'il y a un prix du marché, c'est-à-dire il y a un prix auquel on peut vendre, c'est-à-dire qu'il y a un prix admissible, ce dernier, il dépend totalement déjà du segment de marché sur lequel on se trouve. Et il y a aussi un côté, vous n'allez pas suivre les prix du marché dans la production neuve parce que vous avez des contraintes internes. Et à un moment donné, quand votre prix du marché est trop bas, vous ne produisez pas. C'est tout simplement ça. Donc il y a à la fois cette distribution spatiale des filières en fonction du prix. Et il y a ensuite, à l'intérieur, on disait, de même marché immobilier, des différences de commercialisation. Et en promotion, on peut vendre parfois plus cher parce qu'on peut faire du Pinel, par exemple. Et quand on ajoute toutes ces notions-là, on s'éloigne un peu de la notion de prix du marché. C'est qu'on a des contraintes qui sont dans la filière, en termes de production, et des voies de commercialisation qui ne sont pas uniquement liées au marché. Par exemple, qui sont la défiscalisation dans certains cas, des opportunités foncières particulières dans d'autres, etc. On produit un objet. Donc il y a à la fois un prix du marché et, comme on l'a vu, des logiques vraiment économiques internes, quoi. Il y avait une question juste là, oui, allez-y. Moi, j'ai une question pour le premier intervenant. Déjà, je suis très agréablement surpris par cette démonstration concernant l'avantage financier de l'autopromotion, et notamment en raison des surcoûts liés à la promotion. Mais je m'interroge sur une autre contrainte peut-être tout aussi importante que le coût d'accession, et c'est le besoin de compétences techniques dans la production des projets, puisqu'il me semble que la promotion, certes, est plus chère, mais présente aussi l'avantage de requérir moins de cerveau pour sortir beaucoup de logements. Du coup, je me pose la question, comment concilier le meilleur coût d'accession de l'autopromotion avec le moindre besoin d'accompagnement technique de la promotion immobilière? Et une deuxième question par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est il me semble que dans la promotion, le foncier est payé trop cher. Du coup, je me demande si c'est possible pour les promoteurs, s'il y a des dispositifs, des solutions pour que les promoteurs payent moins cher le foncier. Ça fait plusieurs questions dans la même. Donc, d'abord, sur les compétences techniques, je ne dirais pas qu'il y en a plus ou moins selon les filières, c'est que c'est des compétences totalement différentes, qui ne se rémunèrent pas de la même manière. Dans l'autopromotion,
il y a des compétences qui sont plus vernaculaires, amateurs, et qui ne sont pas monétairement quantifiables. Les gens passent du temps à être maîtres d'ouvrage de leur projet. Et ce n'est pas aussi structuré que dans la promotion. Et il y a, comme on disait tout à l'heure, la maîtrise d'ouvrage d'un projet de promotion est beaucoup plus compliquée que celle d'un projet d'autopromotion. C'est d'où une part différence des coûts. Donc je ne dirais pas qu'il y a plus ou moins de différence de compétences techniques, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup plus structurées et formalisées, et d'autres qui sont plus vernaculaires. Et on gagnerait par ailleurs à les formaliser en partie, effectivement. Pour le prix du foncier, comme on l'a dit juste avant, le prix du foncier en promotion est déterminé par l'aval. L'amont est déterminé par l'aval. Donc le prix, il est conséquence de ce que vous pouvez faire dessus, quoi. Donc fatalement, votre foncier, il aura le prix de ce que vous pouvez faire dessus. Donc si vous mettez une servitude de logement social, il va baisser un peu parce qu'on peut faire moins de choses. Mais aujourd'hui, faire une politique foncière pour une collectivité en intervenant comme un acteur acheteur du foncier, il achètera au prix du marché, qui est ce prix qui est défini, pas par forcément un marché, mais par ce qu'on peut faire sur le terrain. Donc on contrôle par l'aval. Merci. Il y avait une question ici, oui, et une question tout en haut. Monsieur Fouchier peut-être, et ensuite... Oui, Vincent Fouchier de nouveau. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat tout de suite parce que ça m'interpelle si on focus trop fort sur ce sujet-là maintenant, alors qu'il y a des potentiels énormes par ailleurs. Pourquoi focaliser là-dessus trop vite et pourquoi ça me perturbe? Sans faire le teasing de l'intervention que je ferai demain, mais il y a tout un pan de problématiques qu'il faut aborder pour dire, OK, là, une fois qu'on a vu, il y a un potentiel, ça ne coûte pas cher pour les gens, eh ben, allons-y, aidons-les. Et c'est vrai que le BIMBI, tout ce qui se passe donc, au Canada, on pourrait trouver plein d'exemples. Monsieur Peterson, merci pour votre intervention, c'était extrêmement intéressant. Mais ce n'est pas dans ces endroits-là qu'il nous faut aujourd'hui répondre aux besoins des logements. Alors je parle pour le cas français, je parle pour le cas des métropoles et de celles où j'ai bossé. Je pense qu'il faut certainement faire ce que vous nous avez montré là, pour les raisons que vous nous avez dites, mais dans des secteurs extrêmement bien choisis. Mais attention, parce que la mobilité et d'autres facteurs sur lesquels je vais intervenir sont cruciaux à prendre en compte. C'est-à-dire dans les secteurs bien développés, en transport en commun notamment, il faut faire plus dense que ce que permet de faire ce type de développement. Dans les secteurs qui sont très mal développés par les transports en commun, il ne faut pas rajouter trop de population. Parce que vous aggravez, et d'ailleurs vous le dites vous-même, les problèmes de congestion et de dépendance à l'automobile. Donc il y a, des spécialistes de la mobilité que je salue dans la salle, il y a une attention très importante à avoir sous l'angle mobilité. Ensuite, il y a un autre paramètre très très important aussi, c'est projetons-nous. Demain, je parle pour la France, mais on pourrait parler du Japon et c'est en puissance 10, la croissance, elle n'est pas énorme. Et la croissance, le besoin va venir de populations de plus en plus âgées et de familles avec de moins en moins d'enfants. Si on a fait le modèle extensif qu'on a connu depuis des années, c'est pour répondre notamment à des familles avec enfants qui avaient besoin massivement de se loger. Ça, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Et je ferai une démonstration, si vous voulez, en termes de chiffres. Et donc, il ne faut pas projeter ça de manière massive. Il faut arriver à répondre de manière plus sélective, par type de profil. Et donc là, vous avez une partie de la réponse, certainement, mais il faut le faire de manière hyper sélective. Il y a bien d'autres sujets avec impact qui répondent mieux au sujet de moindre dépendance à l'énergie, moindre dépendance à l'automobile, moindre nécessité de matériaux nouveaux. Donc, parce que là, on ne parle pas des logements à rénover. Hein, c'est un parti pris de l'étude. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à débat. Je ne fais que l'ouvrir un tout petit peu, mais juste pour bien relativiser ce dont on parle, qui est intéressant, hein, qui est nécessaire, qui est utile, qui permet d'aller vite, de ne pas mettre beaucoup d'argent public, mais il faut le faire avec discernement et sans doute sélectivité sur les lieux. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne la dernière question en même temps et comme ça, vous pourrez faire une réponse groupée. Yes, thank you, Cole, for your. Merci Cole pour votre présentation, Xavier d'OFC chez Sciences Po.
Votre présentation était très intéressante. Il y a un point que vous n'avez pas abordé. Il s'agit de la question de la qualité de ce qui est produit en termes de logement et la façon dont cette qualité est perçue par la population. J'ai une autre question également pour Lucas. Enfin, Cole a montré l'importance de lever certaines contraintes pour la production BIMBY, pour des logements abordables. Mais comment on fait en France, par exemple, pour la question des parkings, des places de parking, ou pour la question des tailles ou des normes qu'il y a sur les logements? Est-ce que c'est des problématiques qui se ressemblent, ou est-ce que le contexte français est très différent de ce point de vue-là? Merci beaucoup. Pour répondre à Vincent Fouchier, effectivement, déjà toutes les métropoles n'ont pas le même potentiel sur chacune des filières. Si vous prenez une métropole comme la métropole bordelaise, vous avez quasiment la moitié des logements extrêmement bien placés qui sont dans des tissus pavillonnaires dans lesquels, je suis prêt à parier là-dessus, il n'y aura jamais de promotion immobilière forte par-dessus, pour des raisons patrimoniales, des raisons d'acceptabilité sociale, etc. Donc effectivement, tous les territoires ne sont pas égaux dans le potentiel qu'ils offrent pour chacune des filières, dans les bénéfices qu'ils offrent pour chacune des filières, etc. Et ça nécessite toujours des études préalables quand on se lance dans ce type de démarche dans n'importe quel territoire. Au-delà de l'autopromotion telle qu'elle est aujourd'hui en France, qui est effectivement très liée à l'accession à la propriété sur des logements plutôt familiaux, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment elle peut être diversifiée, et c'était l'exemple que montrait Cole sur les États-Unis, dans des choses qui sont plus de l'investissement locatif et du petit logement, qui est une ressource rapide. Donc il y a, effectivement, ça doit être circonstancié, je pense que c'est assez évident, assez d'accord là-dessus. Par contre, en termes de réponse aux besoins, c'est une filière qui a l'avantage d'être faite sur mesure d'une personne en face. Il y a une personne en face qui est maître d'ouvrage du projet, donc qui correspond forcément à des besoins, en tout cas au moment où elle le fait. Et effectivement, il peut y avoir une distinction entre le besoin d'un individu et ce qu'on pourrait avoir à l'échelle globale. C'est pour la question de M. Fouchier. Sur la deuxième question de Xavier Timbaud sur les contraintes, d'autres interventions pendant le colloque l'évoqueront, mais effectivement, elles sont très semblables sur le point réglementaire. La contrainte du stationnement, elle est récurrente dans ces processus-là, dans les réglementations liées au stationnement. Et on y aura d'autres interventions, mais elles sont assez communes en termes de contraintes, qu'elles soient réglementaires et politiques. Pour ce qui est de la qualité de la production des logements, je dirais qu'en général, les codes contemporains, modernes, les codes de construction modernes sont beaucoup plus onéreux que les anciens. Donc, toute nouvelle construction jouira d'une qualité accrue. Et par exemple, lorsque les propriétaires construisent ces ADU, ils vont vraiment y faire attention beaucoup plus que si c'était un promoteur qui se chargeait de ce projet pour un investissement locatif. Donc, je dirais que la qualité ici du neuf est plus importante. À cela s'ajoute autre chose d'important pour ce qui est des ADU. La conversion de l'existant permet de réduire les coûts. Alors, c'est peut-être applicable ou non en France, mais nous avons beaucoup de sous-sols, beaucoup de garages qui ne sont pas utilisés. Donc, si on utilise ces espaces pour les convertir en ADU, cela permet de réduire les coûts de construction au final. Non, bah écoutez, merci mille fois. Merci.